Bien, bonjour à tous. Je voudrais d'abord dire combien je les aime, les frères Fraissinet, de me faire passer ainsi quasiment en dernier, après évidemment des intervenants de grande qualité, très prolifiques pour certains d'ailleurs, et donc pour moi avoir simplement à vous interpeller, non pas sur ce que je pourrais vous apprendre en matière de bien-être des plantes, vous en savez beaucoup plus que moi. J'ai beaucoup plus fréquenté les bars à Montpellier que l'école d'agronomie. Donc, mais bon, j'ai quand même eu le diplôme à force, hein. Et voilà. Donc, vous dire que moi, ma préoccupation en tant que praticien d'entreprise, et de directeur général de la cave de Buzet, c'est de m'occuper aussi du bien-être de mes vignerons. Et donc, d'essayer de faire en sorte que tout ce savoir qui vous a été, entre autres, exposé aujourd'hui, devienne une application de l'entreprise dans sa stratégie d'entreprise. Et donc, à partir de là, avoir expecté de la valeur ajoutée, puisque c'est ça, au final, le premier point de la pérennité de l'entreprise. Hein, je crois que c'est Milton Friedman qui disait que la première chose en matière de développement durable, c'est d'assurer sa survie. Hein, je caricature, enfin, il y a, je crois, un économiste là qui devrait le dire mieux que moi. Alors, je ne pense pas qu'il le disait dans cette intention, mais pour autant, la phrase m'intéressait quand même. Voilà. Donc, que vous dire sur Buzet? Donc, c'est un petit îlot d'irréductible gaulois qui n'appartient à aucune appellation, aucune zone d'appellation, sinon qui se rattache vaguement à la famille Sud-Ouest, mais qui est rattaché dans un bassin Bordeaux-Aquitaine. Bien évidemment, ça c'est un vieux principe d'agronomie, il n'y a rien qui pousse à l'ombre des grands arbres. Donc j'ai fait en sorte de m'éloigner le maximum de l'emprise bordelaise. Et j'ai cherché effectivement à trouver un facteur de différenciation. Et c'est en cela que c'est intéressant pour nous de travailler sur ces problématiques et dans ce schéma de développement durable, dans lesquels je pense nous avons été d'ailleurs un des tout premiers à nous inscrire, puisque dès 2005, dans notre plan stratégique, nous inscrivions nos préoccupations en matière de développement durable. Alors, vous voyez là sur les quelques dates qui sont citées, une certaine accélération en matière de certification sur ces dernières années. C'est vrai que j'ai eu aussi à me poser la question, et on se pose d'ailleurs toujours la question au regard de nos consommateurs, de savoir qu'est-ce qui va faire preuve de notre engagement. À ce jour, nous n'avons rien trouvé d'autre que les certifications. Nous les avons à peu près toutes. Même d'ailleurs de l'agriculture raisonnée depuis peu. Et cela nous a conduit en fait globalement aujourd'hui à être une entreprise qui est évaluée en ISO 26000, c'est-à-dire en responsabilité sociétale, comme vous devez certainement le savoir, qui est aujourd'hui la seule norme internationale existante pour pouvoir alléguer d'une démarche de cette nature. Et donc voilà. Alors, moi, je dois quelque part remercier la société, à l'époque, c'était Phalippou Fraissinet, je vois que c'est encore écrit comme ça, avec laquelle nous avons signé une convention en 2007. Donc nous sommes dans le canal historique. Nous sommes les premiers à avoir signé avec cette convention, une convention de cette nature. Et j'en avais une raison objective, c'est-à-dire que pour moi, ça a été utile sur le plan pédagogique. Nous avons une problématique particulière quand nous sommes en coopérative. Il y a ce que pense le directeur, ses cadres, donc l'entreprise coopérative, prolongation, nous dit-on, des exploitations des adhérents, et puis ce que pensent les adhérents. Et donc comment faire le lien entre ces deux-là? Comment faire en sorte que nos adhérents ne soient pas de simples fournisseurs de marchandises, mais véritablement des actionnaires impliqués dans la démarche de l'entreprise. Et donc cette première démarche, qui était donc à vocation d'orienter notre population vers le développement durable, était très intéressante puisque dans le cadre de la convention avec Phalippou, nous amenions un propos qui était celui de dire voilà, nous voulons demain avoir des sols amendés organiques et non plus avec de l'amendement chimique. Alors, bon, en quelques chiffres, on est un petit peu particulier à Buzet, hein. On a 94% de l'appellation en tant que coopérative, donc on est un quasi-monopole. Donc ça, c'est quand même en soi une particularité. Et donc ça nous permet, au travers, je dirais, de ce lien très fort entre l'appellation et la société, d'avoir une incidence, effectivement, sur le vignoble qui est en conséquence. Alors je vais aller très vite.
Pourquoi, à un moment donné, on s'est posé toutes ces questions? Bah, vous le savez, c'est d'abord sur la pression sociétale. Je pense que vous avez vous-même, dans les entreprises dans lesquelles vous travaillez, ce genre de discussion. Quand on a un produit comme le vin, nous, en question, qui a donc une intimité parfaite avec son consommateur, on ingère le produit par essence, enfin, j'espère assez souvent d'ailleurs. Et donc, voilà, il y a un regard sur ce risque sociétal qui se pose de plus en plus. Surtout quand on sait qu'à côté de ça, la viticulture représente 3%, je crois, de la surface agricole utile pour une consommation qui a été estimée de 20% des pesticides. Le jour où un journaliste va vraiment s'emparer de cela, j'ai les pires craintes. Or, cette épée de Damoclès que nous avons au-dessus de la tête, où nous avons d'ailleurs pensé avec l'équipe qu'il nous fallait essayer de trouver des solutions pour s'en défaire, on va dire. Voilà, donc bon, ça c'est pour vous dire que voilà, on a comme les autres eu des inquiétudes par rapport à ça, qu'on regarde la presse, qu'on s'interroge et qu'on se dit, ben voilà, comment on va faire pour régler le problème, quoi. Alors, nous, je vais vous dire en toute humilité, hein, ce que je vous fais aujourd'hui, c'est un simple témoignage. Je n'ai pas pour vocation de vous dire que ce que nous avons fait était parfait et absolu. C'est une démarche, elle a le mérite au moins d'avoir été poussée au bout. Et donc nous avons décidé, nous, de rentrer dans un cadre agri-confiance. Alors on a débuté cela en 2004, assez modestement. Quand je suis arrivé, moi, à la tête de cette entreprise en 2005, j'ai décidé de renforcer l'implication des vignerons en reliant, de toute façon, c'était le cas, en reliant cette certification au mode de rémunération. C'est-à-dire que si vous remplissiez le cahier des charges, vous étiez rémunéré, pour faire simple. Si vous ne le remplissiez pas, ça partait en bas de table. Voilà. Donc, c'est des méthodes un petit peu dirigistes, mais voilà, il a fallu passer par là. Donc, progressivement, on a durci ces cahiers des charges pour arriver en 2007 à avoir un volet, ce qu'on appelle le volet vert. Donc, c'est là où est intervenue effectivement la convention avec Freycinet, entre autres, et nous continuons cette démarche. On est dans une politique de progrès continu. Donc, tous les ans, nous revoyons notre cahier des charges, et tous les ans, nous imposons des démarches supplémentaires à nos vignerons, en conditionnant cela, à chaque fois, à leur rémunération. Ce n'est pas très démocratique, me direz-vous, peut-être. Pas de réaction, pas très coopératif, peut-être, non plus. Non ? Mais bon, voilà, ça marche. Voilà, donc quelques exemples de ce que nous avons mis en place. Je vais passer très vite, vous connaissez toutes ces choses. Suivi des populations pour éviter les traitements systématiques d'insecticides, on en a parlé tout à l'heure. Hein. L'idée, en fait, c'est de trouver une troisième voie. Effectivement, on n'est pas en train de dire il faut aller tout dans le bio, parce que je pense que là, d'un point de vue développement durable, ce serait économiquement pas viable pour nous. Nous sommes en régime océanique, bon voilà, on aurait des rendements bien trop aléatoires, et je ne pourrais pas faire vivre mes 200 et quelques vignerons raisonnablement et ma centaine de salariés j'ai trop de risques à ce moment-là. Je ne suis pas non plus à fond du fait de la pression sociétale sur l'agriculture de type traditionnel avec toutes les protections qui vont bien. Donc voilà, donc on essaie de trouver une troisième voie d'ailleurs qu'on valorise, puisque il y a quelques semaines de cela, Serge Papin, le président de Système U, moi ça a été à ma grande surprise, citait notre exemple dans sa démarche d'achat responsable, entre guillemets. Alors c'est sûr qu'on sert aussi à les rhabiller, hein, à faire du greenwashing, mais il nous citait en exemple effectivement de ces fournisseurs qui sont à son sens remarquables et représentatifs de la troisième voie. Donc ça commence, je dis bien ça commence, c'est une ébauche. En tout cas au niveau des têtes pensantes de la distribution, on commence à avoir des prémices d'intérêt et de possibilités, sinon de valorisation, parce que j'entendais un petit peu ce propos tout à l'heure, il faudra peut-être valoriser un peu mieux, etc. Je crois que ça va être pire que ça. C'est-à-dire que pour pouvoir rester dans le jeu, il nous faudra avoir ces pratiques-là. Et notre valorisation sera simplement de pouvoir continuer à monter sur le terrain. Voilà. Donc je crois qu'il faut être réaliste. On commence à voir les bios, par exemple, on commence à voir des bios se vendre au prix des conventionnels. Hein. Donc arrêtons de rêver, quoi.
Voilà, donc suivi des populations, je passe. Ça, j'aime beaucoup cette photo parce que j'aime beaucoup le. Voilà, elle a un côté. C'est une présentation qu'on a faite à la fameuse commission sénatoriale sur les produits phytosanitaires qui nous avait fait l'honneur et l'avantage de nous visiter pour nous rendre, pour nous faire témoigner effectivement sur notre démarche d'entreprise. Voilà, donc on a des supplétifs hein, qui viennent nous aider aussi. Voilà, on veille effectivement à mesurer ces résultats, parce que c'est aussi tout ça le sens de la démarche. Il faut qu'on puisse expliquer à nos vignerons, mais aussi à nos consommateurs, ce que nous commençons à faire, parce que là, c'est le grand enjeu au fait aujourd'hui. C'est pas d'avoir seulement des bonnes pratiques, c'est aussi de pouvoir bien communiquer autour de ces pratiques, c'est-à-dire, c'est la théorie de la preuve. Aujourd'hui, notre communication nous va se situer sur le champ de la preuve. Comment faire en sorte que le consommateur, en saisissant une bouteille de Busé, comprennent qu'il a fait un achat responsable et en accord avec, ses préoccupations sociétales, économiques, environnementales. Voilà. Donc toute la discussion sera effectivement de pouvoir le démontrer. Voilà, donc on est nous aussi passé sur des systèmes d'optidose. Je ne sais pas si ça a été trop évoqué au cours de vos débats. Bien sûr, donc ce partenariat avec Fraissinet, je l'ai dit tout à l'heure, moi c'est un partenariat qui m'a permis. Alors dans les statuts de l'entreprise, nous ne sommes pas en capacité d'orienter vers tel ou tel fournisseur. Nous avons donc fait un biais, on va dire, et dans un accord tripartite qui nous reliait à la fois à Fraissinet, à Terre du Sud, qui est la grosse coopérative locale, et à nous-mêmes. L'idée, c'était effectivement, au travers d'un vrai partenariat, d'échange, d'information, on le disait tout à l'heure, d'expérimentation aussi sur certains de nos territoires, voilà, d'avoir un plus à venir travailler pour nos vignerons avec cette entreprise et avec la compréhension de leur part, par contre, qu'il fallait définitivement quitter les anciens schémas des amendements chimiques. Voilà. Donc ça, c'est acquis, c'est rentré dans leur schéma corporel, on va dire, hein, pour reprendre des termes sportifs. Il n'y a plus grand-chose à dire par rapport à ça. La population vigneronne nous suit extrêmement bien, elle est extrêmement disciplinée, je dirais même. Hein, vous pourrez demander notre ingénieur agro en charge du vigne est ici. Il vous dira qu'il a la vie belle, quoi. C'est facile. Hein, Seb? Ouais, c'est bien. C'est bien. Hein. Voilà, donc, alors mise en place de semis, voilà, bon, ouais, on en a parlé aussi. Donc voilà, c'est un peu un petit aperçu des différentes choses que nous faisons en lien avec l'environnement. La biodiversité, ça a été aussi un élément alors, très intéressant. C'est une démarche qu'on a intégrée dans notre stratégie d'entreprise depuis maintenant un peu plus d'un an. Et elle a eu des effets auxquels je n'avais pas pensé. On le suggérait tout à l'heure, les vignerons et donc tous les agriculteurs dans l'ensemble ont une certaine difficulté à recevoir ce message qui leur vient de l'extérieur de diabolisation de leur métier. Et j'ai remarqué qu'à travers cette démarche que nous avons faite en biodiversité, ça leur permettait de retrouver de la fierté. De retrouver de la fierté sur leur métier, de retrouver finalement ce pourquoi ils s'étaient engagés dans cette voie-là. Et je dois dire que leur attention, leur concentration sur le sujet nous a, au-delà de l'intérêt simple que ça pouvait représenter, nous a presque même émus. Je dois vous avouer que quand je leur présente les chiffres du bilan, j'en ai bien 3-4 qui dorment parce que de toute façon, ils n'ont toujours pas compris de quel côté était l'actif, de quel côté était le passif. Mais par contre, dès qu'on a commencé à parler de biodiversité, j'avais tous les gens qui étaient vraiment tendus et attentifs et ils se sont vraiment investis dans cette démarche. Voilà, donc on a commencé, nous, sur un de nos territoires, qui est le territoire du domaine de Guèze. Rien de plus, c'est un vignoble d'un seul tenant qui fait environ 80 hectares, vous voyez sur un mamelon là, qui est magnifique.
Voilà, donc tout ça, évidemment, il faut que ça s'accompagne de plans d'action. Donc vous avez à l'écran différentes petites choses comme des effaroucheurs de gibier, tonte alternée, la création de zones humides, la création donc de nichoirs dont on parlait, etc. Donc on est en train de réfléchir à tous ces problèmes aussi liés et enfin bon, voilà. Donc on est vraiment dans un espèce de panier à idées permanent qui permet aussi en permanence de maintenir la tension, la pression, l'intérêt à la fois de nos vignerons et aussi de nos salariés. Parce que là, on est vraiment sur du projet d'entreprise. C'est important aussi dans des PME aujourd'hui, un peu isolées comme nous, d'avoir du projet d'entreprise. Il faut que les cadres, il faut que les adhérents aient confiance dans le futur et voient qu'on est dans le progrès permanent. Voilà, donc la traçabilité, bon, tout ça c'est évidemment suivi. On a pris une grande décision cette année, c'est-à-dire pendant que dis-je, des dizaines d'années, dans ce vignoble comme dans tous les autres, pour se sécuriser, les vignerons avaient tendance à utiliser un peu systématiquement des antibotrytis. On a décidé tout simplement de supprimer ce traitement. Donc on est passé à zéro là. Et alors c'est vrai qu'il a fallu beaucoup communiquer, mais une fois cette communication faite, les gens ont compris et ont adhéré au projet. Alors il en va de même grâce à l'observation et au travail qui est fait aussi dans les vignes sur la limitation des antimildiou, anti-oïdium. Et donc là aussi, on leur présente chaque année, on fait ce qu'on appelle des rites, des réunions d'information territoriales. Et donc, au cours de ces réunions d'information, on leur fait le bilan de l'avancée sur nos différents axes. Et pas simplement sur les aspects environnementaux d'ailleurs. Là aujourd'hui, on est focus sur ça. On parle d'autres sujets aussi, bien sûr. Alors on a créé une liste limitante de produits, puisque vous en parliez un petit peu tout à l'heure. Voilà, donc nous on a décidé d'être un peu plus royaliste que le roi, donc on a fait nos propres normes. Donc on a créé vraiment un classement au regard de la toxicité vis-à-vis de l'environnement et de l'utilisateur, ce qui signifie d'ailleurs qu'on a même interdit certains produits qui étaient bio, entre guillemets labellisés bio. Voilà. Bien sûr que là aussi, nous sommes très intéressés et nous faisons des essais depuis déjà quelques années sur à la fois les SDN et bien sûr la mise en place de toutes les méthodes prophylactiques. En substitution, bien sûr, ça c'est parce qu'il y a aussi un intérêt économique à cela des fois. On a systématisé sur nos vins toutes les analyses de pesticides. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la grande préoccupation, donc, c'est qu'un jour nous tombe sur la tête, comme ça s'est fait il y a quelques mois de cela, 60 millions de consommateurs a pris un certain nombre de vins, les a analysés et a balancé ça royalement dans tous les kiosques pour expliquer ce qu'étaient les méchants, avec plein de pesticides dedans, les moyennement gentils et les gentils. Voilà, donc heureusement on est passé à travers les gouttes et d'ailleurs on veille de façon très très forte à être le plus propre possible sur cette partie-là, parce que ça c'est vraiment un point qui nous est extrêmement sensible. Voilà, donc j'accélère encore. On le sait, c'est pas nouveau. La vigne est une plante fragile, donc je n'ai pas le choix. Je ne pourrais pas faire uniquement du bio. Ce que j'expliquais tout à l'heure. On est aussi contraint de toute façon, et c'est pas forcément dommageable d'utiliser les produits qui vont bien pour nous protéger et pour surtout assurer la pérennité économique des exploitations et de notre entreprise. Mais on a en regard de ça, bien sûr, un devoir de protection sur la santé de nos consommateurs, un devoir de traçabilité, un devoir de transparence. Donc tout ça, ça nous a effectivement conduit à ce que je vous ai décrit et qui sont nos engagements forts aujourd'hui sur la démarche Agriconfiance, sur la lutte bio, sur la surveillance bien sûr des terroirs, sur la surpression des engrais chimiques, sur une sensibilisation aussi permanente de nos vignerons et le test analytique de nos produits. Voilà, c'était en synthèse ce que j'ai essayé de vous résumer le plus rapidement possible. Voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez trouver sur notre site internet notre dernier rapport de développement durable qui est sorti au mois de juin. Voilà. Merci à vous.